Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Depuis plusieurs semaines, les commerçants et consommateurs font face à la flambée des prix de l'oignon et des épices, une situation qui, selon eux, est due à la crise qui secoue le Niger, principale source d'approvisionnement de ces produits. À suivre dans un instant, le reportage que nous avons réalisé au marché d'Antokpa. Ensuite, l'option militaire pour rétablir l'ordre au Niger est diversement appréciée par les populations du Bénin. Si pour les uns, la voie du dialogue doit être privilégiée par des négociations diplomatiques, pour d'autres, la solution militaire peut avoir des répercussions fâcheuses et détériorer le climat du vivre ensemble dans la sous-région. Dans cette édition, vous suivrez les propos de quelques citoyens. Et puis enfin, en prélude au lancement de la caravane Santé pour tous, l'UNICEF Bénin, en collaboration avec le SAID et en appui au gouvernement béninois, a organisé dans l'après-midi de ce lundi un cocktail avec des artistes et influenceurs du Bénin. Une initiative dont l'objectif est de mobiliser ces différents acteurs en vue de sensibiliser les populations à l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez au marché d'Antokpa. C'est un calvaire pour les vendeurs, revendeurs des épices. Depuis plusieurs semaines, commerçants et consommateurs justement font face à la flambée des prix de l'oignon et des épices, une situation qui selon eux est due à la crise qui secoue le Niger, principale source d'approvisionnement de ces produits. Ingrid Day, Florence Bossa sont allés faire le constat pour vous. Voici le reportage. D'ailleurs, difficile pour cette revendeuse d'oignons de s'approvisionner ici à Maoulé. Nous sommes en plein cœur du marché d'Antokpa. Elle qui d'habitude achète des sacs d'oignons se voit aujourd'hui dans l'obligation de prendre un demi-sac. La cause évoquée par ces vendeurs et revendeurs, la flambée des prix de l'oignon depuis la source d'approvisionnement. L'oignon actuellement c'est cher. L'oignon s'est augmenté à 55 000 maintenant au Bénin. Or, avant c'était à 35 000, 30 000, 28 000, 25 000. Donc il n'y a pas les clients comme ça. Au dit de ces vendeurs de sacs d'oignons, en gros, la hausse des prix de l'oignon date de plus de 2 semaines. Elle serait due à la crise politique que traverse le Niger, leur principale source d'approvisionnement. Malgré son abondance sur le marché, les consommateurs ne l'achètent plus à cause des prix très élevés. Les problèmes de frontières, là, c'est ça qui a augmenté les prix. Parce que comme il y a un coup d'État au Niger et la frontière était bloquée, l'État n'a qu'à prendre les précautions pour que ceux du Niger et du Bénin n'ont qu'à avoir un lien pour que l'oignon passe. Parce que le Bénin va souffrir. Si ce n'est pas libéré là, nous tous qui sommes dans les pays là, on va trouver le problème. Un peu plus loin de ces étalages d'oignons se trouvent des sacs d'ail et de piments rouges. Ici aussi, le constat reste le même. Tout comme l'oignon, ces épices ne sont pas épargnées des affres de la crise politique qui secoue le Niger. On vend ça 35 000, prix l'a augmenté, maintenant il est venu jusqu'à 45 000. L'ail que nous achetons à 5 000 ou 6 000 est passé à 10 000. Et cela crée la mévente. Nous souffrons beaucoup. Que l'État nous aide. Les piments des sacs là, encore, les sacs là c'est 25 000. Avant là c'est 20 000, 18 000, 19 000. Mais maintenant c'est 25 000. Donc depuis lundi passé là, il n'y a pas de bagage qui est arrivé. Ce qui est ici maintenant là, c'est pour le Nigeria. En attendant le dénouement de la situation, qu'ils espèrent pour très bientôt, le calvaire continue aussi bien dans le rang des vendeurs que des consommateurs. Et voilà un peu la situation du côté du marché d'Antokpa avec les épices et puis les oignons. Une autre situation à évoquer dans ce 13h au Bénin. Et nous sommes en direct avec Nagui Balagbe. Nagui Balagbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement du côté d'Alada, précisément au port sec d'Alada. Quelle est la situation actuelle au port sec d'Alada? Allô? Oui, Nagui Balagbe, vous me recevez? Oui, je vous reçois.
Je disais tantôt que vous êtes actuellement à Alada, précisément au port sec d'Alada. Quelle est la situation? Oui, nous sommes justement au port sec d'Alada. Je suis ici entouré de plusieurs dizaines de camionneurs, de conducteurs de camions. Ils sont ici immobilisés depuis 2 semaines. À l'arrêt, bloqués par le port sec, je crois que pour des questions de désengorgement des voies, le port sec, ils ont été chargés, mais ils n'ont pas été libérés, donc ils ne sont pas autorisés à prendre la voie. Ceci cause justement un certain nombre de difficultés pour les conducteurs avec qui nous sommes ici. Ils sont mieux à même d'expliquer la situation qu'ils vivent ici. Alors, ils parlent tous ensemble, on n'arrive pas à les écouter. Oui, est-ce qu'on peut avoir un intervenant, juste un seul intervenant? D'accord, je suis ici avec un de leurs représentants et il est en direct. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, bonjour monsieur le transporteur. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, bonjour monsieur le transporteur. Parlez-nous un peu de la situation que vous vivez actuellement. Franchement, la situation que nous vivons à Alada ici, c'est pas du tout bon. Pas du tout bon. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est quelque chose de joie pour nous que au moins la scène, vous avez pu s'approcher de nous pour voir ce qui se passe. Franchement, on n'entendait pas ça parce que nous croyons que nous sommes ici, c'est des gens où tout le monde les a oubliés, seule la mort qui peut les prendre. Si vous venez aussi ici aujourd'hui présentement, même dans le port sec d'Alada, vous allez voir des camions où ces dépôts-là, vous ne pouvez même pas regarder. Toutes les marchandises, le riz, farine bleue, les spaghettis, tout a commencé par gâter. Et sans oublier, nous voulons rappeler de cette occasion, même quand vous allez là-bas, là où vous allez décharger les bagages, même des cartons mouillés, vous allez les payer. Imaginez ces genres de trucs, de ces pètes-là, qui va les payer aux transporteurs? Et nous vivons ici pour manger, c'est 2 problèmes. Pour boire de l'eau, c'est 2 problèmes. Le port sec d'Alada, n'oubliez pas, monsieur le journaliste, c'est pas dans la ville, c'est hors de la ville. Même dedans, pour se mettre à l'aise, les toilettes, c'est très insuffisant. Des fois, vous allez, on va vous dire qu'il n'y a pas de l'eau, l'eau est finie. Pour boire de l'eau, il faut sortir, chercher des aimes à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau venue. Les camions qui sont ici, c'est des, je peux dire, imaginons, au moins à 600 camions qui sont là, qui n'ont pas chargé, qui est là. Imaginez le nombre de victimes que... Si nous allons rester ici d'ici 1 mois, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne savons pas. Et dedans, les camions chargés, au moins, si c'est possible qu'on les laisse, eux autres, ils n'ont qu'à sortir d'abord. D'accord. C'est mieux, parce que tout est bloqué dedans. D'accord. Mais ceux qui sont chargés ne peuvent pas sortir. Ceux qui sont là, qui n'ont pas encore chargé, sont là. Cette situation, nous sommes en train de demander, on va rester pour combien de temps? D'accord. Et si nous allons rester, qu'est-ce qui va se passer? Ces dommages-là, l'assurance, les visites techniques, imaginez tout ça là, qui va vouloir nous... C'est à quand la fin de ces choses? C'est ce que nous demandons. Nagui Balagbe. Oui, alors dites-nous, c'est un fait habituel où il y a un lien entre la situation au port sec d'Alada et la crise qui prévaut actuellement au Niger? C'est une situation qui prévaut depuis la fermeture des frontières. Et pour ce qu'ils expliquent, ils ont compris. D'abord, au début, ils n'ont pas compris. Mais à un moment donné, il leur a été expliqué que c'est juste pour qu'ils ne soient pas libérés et qu'ils aillent prendre d'assaut les routes. Et donc, il valait mieux les retenir ici le temps que la situation se règle. Merci à vous, Nagui Balagbe. Je rappelle que vous êtes du côté d'Alada, précisément au port sec d'Alada. Dans la suite de ce 13h, Robin est toujours sur le même sujet. Face à la menace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, d'intervenir militairement au Niger pour rétablir l'ordre, plusieurs citoyens béninois sont sceptiques. Ils implorent les autorités à privilégier la voie du dialogue par négociation diplomatique suite au coup d'État militaire dans ce pays. Le recours à la force pour rétablir, pousser la junte au pouvoir dans ce pays voisin du Bénin, après l'ultimatum non respecté de l'organisation sous-régionale, n'est pas souhaité par quelques Cotonois interrogés à propos. Ils sont au micro de William Cliquant, Moufid Savouran. Un simple citoyen n'a pas suffisamment d'éléments pour apprécier l'action de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une grande machine. Les États entre eux se connaissent plus que les citoyens entre eux. Une chose est certaine, c'est que même entre 2 citoyens, dès qu'il y a un conflit, il est préférable de recourir à un règlement amiable que de recourir à la force. En tant que citoyen, je pense que
la CEDEAO ne devrait pas aller au Niger pour une histoire de coup d'État. Sincèrement. Mais dans l'optique de garantir la sécurité des régimes, il ne faut pas non plus faciliter, ouvrir le boulevard aux régimes qui s'installent par des coups d'État. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui cause les coups d'État? Il faut régler le problème là avant de condamner les coups d'État. Sinon, les mêmes causes vont produire toujours les mêmes effets. Si la CEDEAO dit on veut aller au Niger pour aller faire la guerre, et quand ça va se passer dans d'autres pays, mais ça veut dire que c'est un serpent qui se mord la queue. Il y aura des coups d'État un peu partout et la CEDEAO va repartir tout le temps pour faire la guerre. On s'en sort quand? Et durant le moment, on fait comprendre. Donc, mais bien, mais nous pour Niger nos filles, mais des sous le don. Et Niger les belles, mais ton de donner au gros, n'est pas un peu bon film. Mais des sous mais des mais ton gros du ya. Mais oui le poignet migné. Quand vous me le mieux, Benetton ni des Benet ni des ton si mais. Petit camisé pour et des pour mais la fond quand même là c'est même trop drôle ni tatoué donc une thème ya modé. Quand des dominer pour le Niger pour charger pour support dit mida pour Niger pour nous miro beaucoup nous ami ton sin don wadi. On me quand tatoué donc ayo ma de bien nous tomber certainement de bien douleur déjà donc aussi si vous voulez on va dire et là il m'avait quoi certainement avec quoi donc il est tout rodo il est déjà bon montrer en attente. C'est vrai que dans les Afrique nous coup état et si mais il voulait double ailleurs mais je me là on imagine donc il a rien pour nous dessus. C'est le dialogue d'abord. Ils sont obligés d'aller négocier avec ceux qui sont là-bas, les militaires là-bas. C'est après ça qu'ils vont commencer par réfléchir. Nous ne voulons pas la guerre dans notre continent. Sur notre continent, nous ne voulons pas la guerre. C'est le dialogue. On a vu tout ce qui s'est passé, non? Ce qui s'est passé au Mali, ou partout dans le monde, là, c'est pas la guerre. Les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ils restent toujours. Et après, ils donnent. La décision va les amener à trouver un terrain d'entente. Ça, c'est forcé. Donc, il n'y a pas d'intervention. Nous, on ne soutient pas ça là. Et puis avant de poursuivre dans ce 13h au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC suspend tous les moyens de communication de masse du groupe de presse La Gazette du Golfe, Golfe Télévision, Golfe FM, l'hebdomadaire Gazette du Golfe et le canal digitaux jusqu'à nouvel ordre. C'est à travers la décision numéro 23-031 AC du 8 août 2023 portant mesures conservatoires contre le groupe de presse La Gazette du Golfe en date du 8 août 2023. À l'article 1er de la dite décision signée du président de la AC Rémi Prosper Moretti, il est mentionné que le groupe de presse La Gazette du Golfe a violé les dispositions des articles 29, 36 et 211 du Code de l'information de la communication, ainsi que celles des articles 2 et 10 du Code de déontologie de la presse béninoise et les dispositions des conventions signées avec la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Au quartier Didier, dans le 6e arrondissement de Cotonou, est implanté un nouveau marché de poissons depuis quelques mois. Les vendeuses de ce petit marché, situé au bord de la lagune, sont confrontées à bon nombre de difficultés qu'elles exposent. Dans ce reportage aussi, Esther Tofa et Deron Péfi. Elles viennent de Soava, Sozunko, Agégué et Ganvier pour vendre leurs poissons au bord de cette lagune. Installées sous des abris de fortune depuis plusieurs mois, ces vendeuses de poissons se plaignent de leurs conditions, surtout en période de pluie. Nous souffrons énormément. On n'a pas de hanga dans ce marché. Quand il pleut, c'est sur nos têtes, ça tombe. Aucun emplacement n'a été aménagé pour nous. Nous n'avons pas trouvé où nous asseoir pour vendre. Nous souffrons vraiment. Plusieurs variétés de poissons se retrouvent sur ce marché qui s'anime tous les jours. Les vendeuses dénoncent le paiement des droits d'installation en dépit de l'inconfort dans lequel elles sont installées. Elle considère cela comme un abus et appelle à l'aide. Trouver une solution pour nous. On ne peut être dans ces conditions et payer des droits d'installation. Ce n'est pas possible.
S'il vous plaît, aidez-nous. Nous avons de grandes et belles voies partout. Mais nous, on est nés dans l'eau. Donc, on ne peut que faire des activités lacustres. Les carpes, les fruitins, la sole et surtout le tilapia sont quelques variétés de poissons proposées par ces vendeuses du marché de poissons de Djidje. Elles lancent cet appel afin de pouvoir continuer à exercer leur activité dans de meilleures conditions. En prélude au lancement de la caravane Santé pour tous, l'UNICEF Bénin, en collaboration avec le CID et en appui au gouvernement béninois, a organisé dans l'après-midi de ce lundi un cocktail avec des artistes et influenceurs du Bénin. Une initiative dont l'objectif est de mobiliser ces différents acteurs en vue de sensibiliser surtout les populations à l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et de la vaccination de Covid-19 pour le grand public et également augmenter l'adhésion aux vaccinations. La rencontre qui vise à expliquer aux acteurs le bien fondé de cette caravane qui démarre bien entendu la semaine prochaine. S'est déroulée à la Maison Rouge de Cotonou. Elle a connu la présence de plus d'une dizaine d'artistes et d'influenceurs. Reportage. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer tous et toutes avec la caravane Santé pour tous. Santé pour tous! Et voilà qui lance officiellement la caravane Santé pour tous. Une initiative de l'UNICEF Bénin dont l'objectif est de sensibiliser le public à l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, puis d'augmenter l'adhésion aux vaccinations. Pour la cause, plus d'une vingtaine d'artistes et d'influenceurs sont mobilisés. Et ce cocktail organisé permet de leur expliquer les raisons de cette action et leur contribution dans la caravane. Cette caravane qui sillonnera les départements de l'Atlantique, du Mono, du Koufo, du Zou et du Borgou, que j'espère visiter bientôt, a pour but de renforcer la confiance des communautés en la vaccination et permettre ainsi d'augmenter la couverture vaccinale dans le pays. En tant qu'artiste et personne influente, vous avez le pouvoir d'influencer les cœurs et les esprits, de toucher les gens d'une manière unique et puissante. Vos voix et vos plateformes sont des instruments de changement et nous sommes profondément reconnaissants de votre engagement envers cette cause vitale. La caravane Santé pour tous va durer plus d'1 mois avec pour slogan « Cultivons la santé, renforçons l'immunité ». En effet, c'est dans l'optique d'appuyer le gouvernement béninois dans ses efforts que l'UNICEF et l'USAID ont lancé le projet « Engagement communautaire et communication autour de la vaccination Covid-19 intégré à la vaccination de routine ». Nous comptons sur vous. Vous allez dans des départements, dans des communes, dans des villages où peut-être il y a des enfants de 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans non vaccinés. On ne parle pas juste de Covid, non vaccinés. Ils sont tous à risque. On a la possibilité de changer des choses. Les vaccins sont la méthode la plus sûre au monde pour protéger les gens contre les maladies potentiellement mortelles. Nous disposons désormais de vaccins pour prévenir plus de 20 maladies, aidant les personnes de tout âge à vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est également vrai pour Covid-19, un vieux souvenir dont je suis sûre personne ne veut plus entendre parler. Les activités du projet regroupent l'organisation d'une caravane de communication axée sur la vaccination de routine, y compris celle de la Covid-19, qui sillonnera 5 départements en présence d'artistes, d'influenceurs communautaires et locaux, l'organisation d'émissions radiophoniques par les radios communautaires. Aussi dénombre-t-on la réalisation d'une analyse sur les causes profondes de la réticence à la vaccination et l'évaluation des actions de communication entreprises par l'UNICEF et ses partenaires depuis le lancement de la campagne de vaccination Covid-19 en 2021. Je salue vraiment cet engagement des artistes et aussi de tous les partenaires. Au nom du ministère de la Santé, de l'Agence nationale des soins de santé primaire, je souhaite vraiment plein succès à cette phase et à cette caravane. L'UNICEF salue une fois de plus l'adhésion des artistes et créateurs de contenu à cette grande campagne qui s'annonce sur le terrain, dans les médias, sur leurs différents canaux et avec les communautés. Elle compte sur eux pour devenir des ambassadeurs de santé publique pour le bien-être des populations.
Dans l'optique de préserver et d'accroître la visibilité des parcs de notre pays, le ministère du Cadre de Vie, des Transports en charge du développement durable, en conciliation avec l'organisation de conservation African Park, ont annoncé la nuit des parcs nationaux face aux professionnels des médias. Le représentant résident d'African Park et le ministre José Tonato ont exposé en détail le projet et les activités prévues dans ce cadre. Reportage. La nuit des parcs nationaux, c'est un événement qui a sa toute première édition au Bénin. Lancé par le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, cette initiative est un projet de l'organisation à but non lucratif African Park, pionnière en matière de conservation et de gestion durable des aires protégées en Afrique. L'activité est officiellement lancée ici par une conférence de presse. Nous avons envie que le Béninois puisse rester connecté à ce potentiel qui fait la fierté non seulement du Bénin, mais aussi de la sous-région et de l'Afrique. Comme on le sait aujourd'hui, les grands sites de conservation et l'espoir de la conservation en Afrique de l'Ouest se retrouvent au Bénin, et donc dans les parcs de la Pendjari et du Doumbé. Le troisième message important que nous avons envie de passer et qui nous paraît assez important, c'est qu'on puisse avoir de plus en plus d'ambassadeurs de cette Nord Pôle. On compte aussi, dans la mesure du possible, selon les conditions climatiques et les normes sécuritaires, pouvoir organiser des séjours, des découvertes et la participation à nos activités dans les parcs et dans la périphérie des parcs. Organiser des panels de discussion, de partage et des ateliers de peinture, de vernissage qui pourront porter sur les éléments de la nature pour davantage connecter les parties prenantes nationales à cette cause. Durant 3 mois, des activités seront menées dans plusieurs villes du pays, notamment Cotonou, Porto Novo, Nati Tengu et Kandi. Une collecte de fonds est lancée via différentes plateformes digitales pour l'occasion et servira à mener plusieurs actions pour le parc W et celui de la Pendjari. Occasion pour José Tonato de souligner l'importance d'une mobilisation citoyenne en faveur de la préservation des parcs nationaux. Le gouvernement a honoré ses engagements en contribuant à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA, démontrant ainsi l'engagement du Bénin à soutenir la conservation de la biodiversité et le développement du tourisme au Bénin. Je voudrais donc à cette occasion remercier l'ONG African Park et tous les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés locales qui apportent leur contribution pour soutenir la conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin. La nuit des parcs nationaux marque le début d'une mobilisation commune pour la sauvegarde et vise à sensibiliser davantage le grand public à l'importance de ces aires protégées. La soirée de gala aura lieu le 30 septembre 2023 à Cotonou. Et pour finir, préjugés, moqueries et rejets, c'est ce que subissent très souvent des personnes atteintes de maladies, surtout celles qui sont mystifiées. Alors que les malades ont besoin de soutien, ils se voient stigmatisés au sein de la société. Nous avons recueilli à ce propos un témoignage d'un drépanocytaire qui retrace ici le parcours de sa vie durant la maladie. Voici le reportage. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques avec les plus forts taux de mortalité. Chaque année, environ 300 000 bébés naissent avec cette maladie. Au Bénin, on estime à plus de 4% la proportion des personnes atteintes de la drépanocytose. Considérée dans l'opinion publique comme étant incurable, cette maladie peut être traitée efficacement, voire même éliminée. Charbel Arrondinou fait partie de ces rares miraculés qui ont réussi à triompher de la drépanocytose. Il se souvient encore des souffrances endurées durant sa maladie. Lorsque la maladie commence, donc, je sentais mes os me faire excessivement du mal. Vous voyez. Donc, à cause de ça, je n'arrivais même plus à marcher. Des fois, il y avait des coups qu'on me donnait juste pour me mettre dans, comment on appelle, juste pour cesser les douleurs. Vous voyez. Il y avait aussi des briques qu'on mettait sur moi pour me faire, en fait, pour faire arrêter les douleurs et autres. Maintenant, lorsque ça commence d'abord, je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à bien marcher, je marchais, je titubais en fait, vous voyez. À sa naissance,
Chabel a été diagnostiqué au test d'électrophorèse comme étant SC. Pour sa famille, ce fut un coup dur et le début d'un parcours de combattant. C'était nous, ses parents, sa maman et moi, nous étions sous le choc. Naturellement, ça a sérieusement pesé sur nous, psychologiquement. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons poursuivi les soins avec le docteur Zissou, bien sûr, qui nous prodiguait des conseils, qui nous demandait de le protéger contre les moustiques, et contre les infections. Il prenait des produits comme Pénivé, comment dirais-je, Fordine. Il ne prenait pas de fer. Il devrait, quand il grandissait, il devrait prendre suffisamment d'eau, consommer des aliments sains, et surtout des fruits. Et Chabel grandissait, faisait régulièrement des crises. Des crises répétées, surtout en période de fraîcheur. Il refuse de sortir. Même comme d'habitude, très souvent, se doucher, c'est difficile pour lui. Au départ, moi, j'étais un peu énervé, mais finalement, j'ai compris que c'est à cause de la maladie qu'il fuyait de se doucher. Au cours, bien à l'école, quand à 7 heures, par exemple, Chabel vient m'accompagner. Souvent, bon, c'est comme si il craint parce que il fait froid. Et il risque de ressentir les mêmes douleurs parce que il va me prendre, me déposer. Il y a le vent sur la route, tout et tout. Donc souvent, il craint cela. Durant cette période éprouvante, c'est le regard de ses camarades de classe qui l'a le plus marqué. Des regards pas toujours sympathiques. De la 6e en 3e, ça a été vraiment difficile pour moi. Vraiment difficile. Oui, durant ma vie scolaire, je me sentais en fait stigmatisé. Et je me sentais vraiment isolé parmi mes amis, mes collègues et autres. Je faisais l'objet de rire en fait. Ouais. Je titubais en marchant, tout ça. Bon, ça, je n'étais pas très à l'aise envers eux, mais je n'avais pas le choix, c'est ma maladie. Et donc, je gérais ça comme ça en fait. Les gens ont du mal à faire avec les personnes drépanocytaires. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas l'information. D'abord, d'autres croient que cette maladie est contagieuse, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie génétique qui se transmet de parents à enfants. Donc si on se met en couple ou bien on se met à côté de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne sera drépanocytaire elle aussi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et au-delà, il y a d'autres qui, à cause de la plupart des personnes drépanocytaires qui se présentent, je vais dire, des malformations, qui présentent des malformations, beaucoup n'apprécient pas. Ils disent, bon, c'est quel genre de personne ça, mais lui, il vient d'une autre planète. Afin de réduire les crises, le petit Chabel était donc pris en charge par sa famille qui l'aide à travers plusieurs traitements. Comme pour toute personne atteinte d'une maladie grave, le combat psychologique n'est pas à négliger. Si aujourd'hui Chabel est capable de vivre pleinement sa vie, c'est parce qu'il a su lutter psychologiquement contre cette maladie et le regard de la société. La drépanocytose touche des milliers d'enfants au Bénin, dont beaucoup décèdent avant l'âge de 5 ans. Son mode de transmission étant génétique, il est vivement conseillé de faire son test d'électrophorèse et d'éviter de céder à la passion sentimentale si l'on découvre une incompatibilité. La personne drépanocytaire a besoin aussi de soutien psychologique parce que lorsque ça ne va pas dans la tête, dans le corps, c'est aussi compliqué. Et au-delà, il y a ce qu'on appelle l'équilibre entre les personnes non drépanocytaires et les personnes drépanocytaires. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est SS. Génétiquement, elle doit s'unir avec une personne qui est AA. Ce qui fait que si il n'y a pas cet équilibre, si on n'apprend pas aux gens le fait de comprendre que la drépanocytose a besoin aussi d'un soutien psychologique et d'un soutien, je vais dire, d'un regard
positif, ça ne peut pas aller. La lutte contre cette maladie ne peut pas aboutir. Richard Lemois, auteur camerounais, écrit dans son livre stigmatisé, Trépas saute la vie. On me donna la maladie, mais on ne m'ôta pas la vie. Mon corps réceptacle de douleur, mais mon âme dans tout ça résiste à la maladie. En d'autres thèmes, être drépanocytaire n'est pas une fin en soi. Et c'est bien la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.